Hey, on refait-tu le monde? Ce balado est le résultat d'un projet qui visait à rassembler et créer un espace de discussion confortable au sujet de la crise environnementale. Je m'appelle Chloé, j'aime apprendre sur la complémentarité indéniable des arts et des sciences, et c'est pourquoi j'ai invité 8 visages dans l'optique de jaser d'environnement autour d'un boire. On a fourni à l'avance 5 questions à tous les invités afin d'encadrer avec souplesse la discussion, comme un genre de moule à muffin ben mou. La formule participative a permis au public d'intégrer la discussion tout au long des conversations, mais on n'a pas tous les mêmes expertises. Je vous invite donc à écouter nos échanges dans le respect et surtout dans la douceur. J'espère qu'on pourra vous brasser les idées et vous inciter à vous poser une couple de questions. Bonne écoute! 31 juillet 2020, pays de la Haute-Gaspésie. On refait le monde par visioconférence et sous les étoiles du Sichac avec Mario Cyr. À même sa maison aux îles de la Madeleine, juste à côté de l'île Boudreau, Mario nous présente d'abord son métier d'explorateur des fonds marins. Je vois des gens sous une tente. Il n'y a pas de l'air de faire chaud chez vous. Il fait toujours chaud en Gaspésie. Je sais pas, nous, on a peut-être des records. Il fait 27 degrés. Là. Avec pas de vent, c'est ça? Pas de vent du tout, du tout. C'est une exception. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour le projet On refait-tu le monde, c'est-à-dire de boire un boire ou de boire une bière, tout le monde ensemble. Je sais pas si tout le monde est armé, mais donc, on s'assoit tout le monde ensemble pour jaser d'environnement. Aujourd'hui, on a invité Mario Cyr, qui est plongeur, qui fait des images pour BBC, National Geographic, également pour Disney, donc des fonds marins. Mario Cyr est originaire des îles de la Madeleine, comme on vient de dire. Puis, il va pouvoir mieux présenter sa personne et son travail que je vais pouvoir le faire. Mais c'est juste pour expliquer un peu le projet des 5 à 7 qu'on a mis aujourd'hui en 8 à 9. Donc, sûrement que tu nous vois presque plus parce que la lumière baisse ici, en Gaspésie. Sûrement qu'aux îles de la Madeleine, il fait soleil toute la journée, toute la nuit. Mais là, ici, il commence à faire nuit. Donc, je te laisse jaser, partager ton écran. Puis, je vous souhaite à tous et à toi, Mario, une belle soirée. Merci bien. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir, amis de la Gaspésie. Ça fait trop longtemps que j'ai pas été par chez vous. Hein. COVID oblige, ça nous fait rester plus dans notre coin. Et donc, ce soir, je vais vous parler de mon métier, celui de caméraman et de photographe sous-marin, qui est pour moi le plus beau métier au monde. C'est vraiment un métier extraordinaire. C'est un métier qui m'a permis de voyager beaucoup, d'apprendre beaucoup de choses, et c'est pour ça que ça me fait vraiment plaisir de vous entretenir. Donc, on va commencer ça, bien sûr. Comme on l'a dit tantôt, je suis né et je vis encore aux îles de la Madeleine. Donc, vous voyez là, si vous regardez cette plage-là, donc grande entrée, c'est ici que j'ai vu le jour et c'est ici que j'ai eu mes premiers balbutiements dans l'eau. C'est pas compliqué. La plage que vous voyez complètement en bas, c'est une plage qu'on appelle la Bluff. Et mes parents habitaient pas tellement loin de cette plage-là. Et on passait nos étés. Hein. Quand j'étais jeune, c'était ça notre terrain de jeu, là. On enlevait nos souliers quand l'école finissait. Puis bien sûr, on les remettait au mois de septembre. Donc, on passait nos étés là. Et il y a eu quelque chose peut-être qui a changé ma vie. Donc, un cadeau de fin d'année. Lorsque j'ai eu 10 ans, donc j'ai reçu à la fin des classes palme, masque et tuba. Et bien sûr, j'ai commencé à aller voir qu'est-ce qui se passait dans l'eau. Donc, les premières falaises que vous voyez en bas, j'ai vu mes premiers homards, mes premiers crabes, mes premières plies. Et dès que j'ai eu la chance de suivre un cours de plongée, c'est ce que j'ai fait. À l'âge de 16 ans. À l'époque, ça prenait 16 ans pour suivre un cours de plongée. Aujourd'hui, à partir de 10 ans, si on est accompagné d'un parent, on peut suivre un cours de plongée comme tel. Donc, et ça fait 44 ans. Hein? Donc, c'est facile à calculer. Et ça vous donne une idée où je suis rendu dans la vie à 16 ans. Donc, ça fait 44 ans cette année. Et j'ai effectué durant ces 44 ans-là, un peu plus là, de 12 400 plongées
J'ai travaillé sur un peu plus de 175 documentaires différents. Donc, vous avez probablement déjà vu mes images. Là, si vous écoutez la moindre chose, ben, Radio-Canada, là, CBC, ben, National Geographic, Discovery, NHK, Walt Disney. Donc, ce sont des compagnies pour lesquelles j'ai travaillé. Et ça m'a amené aussi à visiter, donc à travailler dans un peu plus là, de 70, là, 72, 75 pays différents. Euh, Ce qui peut-être qui change un peu versus avec les caméramans sous-marins. Vous savez, les caméramans sous-marins, aujourd'hui, c'est un métier qui est extrêmement populaire. Il y a des endroits comme Marseille en France ou Los Angeles du côté de la Californie où on fait, où on produit des caméramans comme tels. Mais ce sont tous des caméramans pour travailler, bien sûr, en eau chaude. Ce qui fait que demain matin, vous cherchez des caméramans pour travailler à Hawaï, aux îles Fidji, ben, vous pouvez en trouver 200, 300. Là. Il y en a plein, plein, plein. Par contre, quand on fait des images du côté de la Sibérie, Arctique, Antarctique, Golfe Saint-Laurent, en plein hiver, donc on pourrait appeler des caméramans vraiment qui travaillent sous glace en eau froide, ben, on est peut-être une quinzaine sur la planète. On n'est vraiment pas beaucoup. Et je vous dirais que le gros problème, ben, on a tous 50 ans et plus et la relève n'est pas là. Donc, il y a jamais qu'il y a des jeunes en Gaspésie, là, vraiment, qui veulent travailler dans ces eaux froides-là. Ben, il y a beaucoup d'années. Donc, avant de rentrer dans les animaux, avant de parler des changements climatiques, je veux juste quand même que vous compreniez un petit peu mon métier. Et quand on fait de la photo ou quand on fait de la caméra sous l'eau, ben, on amène avec nous, bien sûr, ces objets-là, donc des caméras, et des appareils photo. Et ce sont exactement les mêmes qu'on utilise en surface, mais on les prend et on les met à l'intérieur d'un habitacle sous-marin. Et ensuite, on peut descendre ces caméras-là sous l'eau. Donc, celle que vous voyez sur l'écran, ben, c'est pour faire de la photo. C'est tout simplement une D850 de Nikon, mais justement mis à l'intérieur d'un housing sous-marin. Ici, on est sur le film de Walt Disney, donc le film Océan. Et la caméra que je tiens dans mes mains, mais elle valait, parce qu'aujourd'hui, elle ne vaut plus ça, mais elle valait à l'époque 550 000 $. Donc, c'est complètement fou quand on travaille avec ces grosses compagnies-là. La valeur des caméras, souvent, comme dans ce cas ici, Sony a fait ces caméras-là spécialement pour ce film-là, pour ce documentaire-là. Et encore une fois, on a pris ces caméras-là et on les a mis à l'intérieur de ces habitacles sous-marins-là. Et bon, tout simplement pour vous dire que ça ne m'appartient pas, c'est trop dispendieux, mais aussi ça évolue trop rapidement. Donc, même si je serais plein aux arts, c'est que demain, je m'achète une caméra qui vaut 300 000 ou 400 000 $, ben, probablement dans 2 ans, dans 3 ans d'ici, elle va être là, complètement désuète. Et ces compagnies-là, ben, la BBC, National Geo, Walt Disney, ils veulent avoir les dernières caméras, donc les dernières technologies. Et c'est pour ça qu'on est bien mieux des loués. Euh, Avant aussi, je veux vraiment vous expliquer comment on fonctionne pour aller faire ces images-là, comment on va s'immerger dans les trous dans la glace. Ben, il y a deux façons. C'est soit que j'arrive ce qu'on appelle à la lisière des glaces et que je saute dans l'eau et que je m'en vais sous cette banquise-là. Ou sinon, on fait des trous, on fait ça avec des scies mécaniques, les mêmes scies mécaniques qu'on a pour couper du bois, avec des lames un peu plus longues. Donc, on va couper la glace, les trous à peu près 1,5 m par 1,5 m. On sort les blocs de glace et ensuite, je vais m'immerger sous cette eau-là. Et il faut absolument que je m'attache. Imaginez, là, je descends dans ce trou-là. C'est le seul endroit que je peux rentrer et peux sortir de la banquise. Je m'en vais filmer des animaux. Je suis concentré sur ces animaux-là, concentré sur ma caméra comme telle. Et bien sûr, ce serait très facile de perdre mon trou d'entrée. Donc, j'ai un câble, un fil d'Ariane qui est attaché sur moi et l'autre partie du câble ben, va sortir par ce trou de plongée-là et il va y avoir une personne qui va tenir l'autre bout du câble. Donc, ça devient ma sécurité. Et on a instauré une communication qui est bien simple, très, très, très facile. La personne en haut, ça veut dire à l'extérieur, quand ça fait 20 minutes, 25 minutes que je suis sous la glace, elle veut savoir si tout va bien. Elle va donner un coup sur mon câble et moi, je ressens ce coup-là. Et si ça va bien, ben, je donne un coup moi aussi. Si je veux aller plus loin,
parce que j'ai prédéterminé une distance maximum que j'allais aller, mais je vois des phoques qui est un peu plus loin, donc je vais aller les voir. Et là, je vais donner 2 coups sur mon câble, ça me donne moins du mou. Si ma plongée est terminée, je donne 3 coups, ça veut dire que la personne va commencer à me tirer tranquillement, pas vite. Et si ça va mal, mais c'est 4 coups et plus. Et je pourrais vous dire juste et plus, parce que quand ça va mal, t'en donnes des coups sur ton corps pour être certain que la personne en haut a bien compris. Qu'est-ce qui pourrait mal aller? Ben, plus d'air dans mes réservoirs de plongée. Ça ne devrait pas arriver, mais ça a déjà arrivé. Ou un bris d'équipement. 2 facteurs très importants aussi au niveau de cette eau salée-là, de cette eau glacée. N'importe où sur la planète. Ça veut dire, encore une fois, Arctique, Antarctique, ça l'aura en plein hiver, jamais que l'eau salée ne deviendra plus froide que moins 1,8 degrés. Et ça, c'est extraordinaire, parce qu'il peut faire 0, il peut faire moins 25, moins 50 degrés, jamais que je vais subir dans l'eau, des fois, plus froid que moins 1,8. Dès que l'eau salée devient à moins 1,9, ça se cristallise et ça devient de la glace. Donc, ça, c'est un facteur important. Par contre, l'autre facteur qui nous guette, bon, ici, sur la photo, on est du côté de l'Antarctique, il fait moins 32 degrés. Donc, quand je m'habille dehors avec pas trop d'abri à moins 32, ben, c'est quand même frisquet un peu. Hein? Et donc, on va mettre les équipements et je vais sauter dans l'eau et j'ai une espèce de petit coup de chaleur. Mais le petit coup de chaleur, il dure pas longtemps, bien sûr, parce que je suis parti quand même de moins 32 à moins 1 degré à peu près. Le petit coup de chaleur, il dure pas longtemps. Pourquoi? Parce que l'eau refroidit le corps 25 fois plus vite que l'air à la même température, ce qui veut dire que je vais tomber en hypothermie 25 fois plus vite dans l'eau que dans l'air. Si je sors nu l'hiver, dehors, il fait 0 degré, mais je vais mourir, je vais tomber en hypothermie, mais ça peut prendre 2 heures, 3 heures, tout dépendamment de ma constitution. Mais si je m'en vais dans de l'eau à 0 degré, pourtant on parle d'exactement la même température, mais justement, je vais tomber en hypothermie dans 7, 8, 9 minutes parce que l'eau, c'est un conducteur. Mon corps essaye de réchauffer l'eau, ce que c'est qui est impossible. Donc, aujourd'hui, ben, je me promène beaucoup, Arctique, Antarctique. Je devais être là encore cet été. J'ai fait 42 voyages dans l'Arctique canadien et je suis allé passer 7 mois du côté de l'Antarctique, mais beaucoup de plongées en Norvège, en Islande, en Groenland, en Russie. Et bien sûr, aujourd'hui, ben, pour moi, passer 4 heures ou 5 heures dans cette eau froide-là, c'est quelque chose que je fais régulièrement et c'est tout à fait normal pour moi. Mais c'est pas quelque chose d'inné, c'est pas quelque chose que je suis venu au monde avec cette faculté-là de pouvoir rester dans l'eau froide si longtemps. Parce qu'au début, mes premiers cours de plongée, c'est pas compliqué, c'était pour faire de la plongée sportive. On est en 1976 et à partir de 1979, mais j'ai rentré dans ce qu'on appelle la plongée commerciale. Donc, faire de la plongée commerciale, ben, c'est construire des quais, construire des pentes, travailler sous les bateaux. Ça veut dire qu'on fait ce travail-là l'été, mais on le fait l'hiver aussi. Et mes premières plongées l'hiver, quand j'ai commencé, quand j'avais passé 1 heure dans l'eau, mais c'est pas compliqué, je sortais et j'étais frigorifié. Et à force de plonger, mais là, on parle de 500, de 1000, de 2000 plongées, mais mon corps s'est habitué, mon corps s'est adapté. Le corps humain, là, il y a une capacité d'adaptation incroyable. Et on sait aujourd'hui que lorsqu'un corps humain est soumis à des chaleurs intenses ou à des froids intenses, bien, on parle même que la chimie du sang peut changer pour mieux vivre dans ces températures-là. Donc, il y a toute l'adaptation, mais il y a aussi les équipements. Parce que à la fin des années 70, quand on parlait d'un drail de plongée, d'un habit isothermique étanche, mais je peux vous dire que c'était pas tout à fait étanche. Il y avait souvent de l'eau qui rentrait à l'intérieur. Donc, c'est certain que c'était frisquet, le fait qu'il y ait de l'eau qui rentre à l'intérieur de l'habit. Tandis qu'aujourd'hui, on passe 4 heures, 5 heures dans l'eau et on sort et on est complètement sec. Donc, ça aussi, ça fait toute une différence. Bon, j'arrive avec les animaux. On est en 1984 et c'est vraiment avec les phoques du Groenland que j'ai fait mes premières images. Et je les ai fait tout à fait par hasard. Parce qu'en 1984, je fais de la plongée commerciale, comme je vous ai dit. Je fais la pêche au homard le printemps et c'est comme ça que je gagne ma vie. Et arrive aux îles de la Madeleine une équipe de la Californie, donc Discovery Channel, pour faire des images de phoques du Groenland.
et il m'engage comme guide. Il a besoin de quelqu'un qui connaît les glaces, qui connaît les phoques et surtout qui est capable de rester sous la banquise. Ce qui fait qu'à chaque matin, ben, on part en hélicoptère puis on s'en va dans la mouvée. Quand on parle d'une mouvée, là, c'est où il y a une grosse concentration de phoques. On atterrit dans cette mouvée-là et ensuite, ben, je m'en vais sous la glace avec, bien sûr, le caméraman sous-marin, mais il vient de la Californie, il est habitué dans l'eau chaude, ce qui fait qu'au bout de 15-20 minutes, ben, il me fait signe qu'il a froid. Il gèle les mains, il gèle les pieds, puis il veut sortir pour se réchauffer. Ah oui, déjà, mais oui, c'est tout à fait normal. Le plongeur, il n'est pas habitué dans cette eau froide-là. Donc, on sort de l'eau pour se réchauffer, mais on fait ça pendant à peu près 3 jours de temps. Ça veut dire que c'est toujours le même stratagème. On arrive, il y a froid, on sort, pas moyen de vraiment qui s'adapte à cette vitesse-là. Et au bout de 3 jours, ben, le réalisateur commence à paniquer un peu. Il n'y a pas d'image encore. Et je les vois qui commencent à s'engueuler. Et je leur dis tout simplement, ben, montrez-moi comment la caméra marche. Et quand le caméraman va sortir pour se réchauffer, ben, moi, déjà habitué dans l'eau froide, mais je vais faire des images. Et quand le caméraman va revenir, ben, je vais lui donner la caméra. Donc, c'est vraiment comme ça, tout à fait par hasard, que j'ai commencé à faire mes premières images. Je sais que c'est pas les meilleures que j'ai fait dans ma vie, mais ça a permis de sauver ce tournage-là. Et pour moi, c'est pas quelque chose qui m'avait marqué, là. J'ai fait ça comme faire de la soudure, comme faire découper ou percer des trous sous l'eau. Là. Ça a été ni plus ni moins qu'un travail. Par contre, 2 mois plus tard, la même compagnie me rappelle pour savoir si je voulais les accompagner du côté de l'Alaska pour aller faire un tournage. Donc, ils voulaient m'engager comme deuxième caméraman. Et je leur dis, bien sûr, ben, vous savez que je suis pas caméraman. Tout ce que je sais, c'est ce que vous m'avez montré. Et on me dit, c'est pas grave, on a un très bon caméraman avec nous. Donc, j'ai accepté. C'était un travail qui était assez lucratif. Et c'était durant 5 semaines du côté de l'Alaska. Et pour moi, ben, c'était mon premier voyage. Aujourd'hui, je suis allé à plusieurs reprises. Ben, à cette époque, c'était la première fois. Et quand je suis arrivé du côté de l'Alaska, ben là, c'était la piqûre parce que je me suis retrouvé à filmer avec probablement un des meilleurs caméramans sous-marins au monde qui m'a pris sous son aile et qui m'expliquait au fur et à mesure donc comment justement de bien tourner, de faire attention à mes effets de tonneau, donc les problèmes qu'on peut rencontrer lors d'un apprentissage comme ça. Donc, ça a été une école incroyable. Et on plongeait avec les baleines à bosse, on plongeait avec les épaulards, on descendait dans le fond de l'eau, il y avait des étoiles de mer géantes. Et bien sûr, j'ai commencé vraiment à triper là, caméra. Et en plus, ben, Adam, donc le caméraman sous-marin, me disait que ben, il passait sa vie à voyager, à aller chercher des images dans toutes les mers du monde. Donc, je me dis, ben moi aussi, je veux faire ce métier-là, qui permet de plonger ce que j'aime le plus au monde et qui permet de voyager, ce que j'aime aussi, et ce qui permet d'aller chercher des sous, ben, ce que je déteste pas non plus, quand on est obligé de gagner sa vie. Hein. Donc, c'est certain que je me suis dit, ben écoute, moi aussi, je veux devenir caméraman sous-marin. Et quand je reviens aux îles, ben, en arrivant, ben, je vais me faire une belle petite carte d'affaires, Mario C, caméraman sous-marin. Mais le téléphone ne s'est pas mis à sonner le lendemain. Ça a pris 7 ans. Pendant 7 ans, je fais 2 tournages par année. Je continue la plongée commerciale, je continue la pêche au mort. Ben, par contre, les images sont devenues ma priorité. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on m'appelle pour aller faire une journée, une semaine ou plusieurs semaines, je me fais remplacer sur mes autres travaux comme tels et je m'en vais faire ce métier-là. Et au bout de 7 ans, donc en 1991, là, j'ai eu un appel de National Geographic pour aller chercher des images de morses dans l'eau. À l'époque, il n'y avait aucune image qui existait. Et c'est sûr que c'est à partir de 91 que vraiment mon nom a commencé à s'écouler un peu dans les plus grosses, là, vraiment, productions. Si on reste avec les phoques du Greenland, parce que c'est très important au niveau écologique, c'est très important au niveau des îles, à chaque année, part de la baie d'Isco au Greenland environ 10 200 000 phoques. C'est beaucoup, là. Et ils descendent vers le sud. Il y en a 85 qui restent au nord de Terre-Neuve, ce qu'on appelle le front. Puis il y en a 15 qui rentrent dans le golfe Saint-Laurent, donc autour des îles de la Madeleine en particulier. Et on parle d'à peu près d'1 500 000 phoques. Et ce sont les mamans qui vont arriver en premier pour avoir leurs petits qu'on appelle les blanchons.
pourquoi ils n'ont pas leurs petits au Groenland? Pourquoi ils font un tel voyage? Mais il y a 3 facteurs vraiment prédominants à ça. Bon, même si on est au mois de février, au mois de mars, et dans le golfe Saint-Laurent où il fait moins 15, moins 20, moins 25 degrés, mais au Groenland, il fait moins 40, moins 50. Donc, pour avoir un petit sur la banquise, mais on est quand même mieux à moins 25 qu'à moins 50 degrés. L'autre facteur, on va parler des ours après, et les ours polaires, c'est pas compliqué, ils vont tout faire pour attraper des phoques sur la banquise. Donc, dans le golfe Saint-Laurent, il n'y a pas d'ours polaires, ce qui veut dire que les blanchons vivent allègrement sur la banquise sans aucun problème, donc sans prédateurs non plus. Et le troisième facteur, mais le golfe Saint-Laurent, ça reste encore un endroit où il y a passablement de nourriture. Ça veut dire que la mer, lorsqu'elle a eu son petit, lorsqu'elle a dépensé beaucoup d'énergie, mais elle a juste à descendre dans le fond de l'eau, sous elle, sous cette glace-là, et il y a plein de poissons, donc il y a plein de nourriture. Ils font ça depuis des centaines et des centaines et des centaines d'années, et probablement des milliers d'années. Donc la mer va rester seulement pendant 15 jours avec son petit, et elle va l'allaiter 4 à 6 fois par jour avec du lait à 42 de gras. Je ne sais pas si vous connaissez la crème à 35 mais c'est gras, 42 Et ce qui veut dire que le blanchon, durant ces 15 jours-là, mais il va doubler son poids. Il va passer de 6-8 kilos à la naissance à une quinzaine de kilos durant ces 15 jours-là. Et il faut que le blanchon apprenne quelque chose durant ces 15 jours-là. Il faut qu'il apprenne à nager. Il n'est pas né dans l'eau, il est né sur la banquise. Donc, il faut qu'il apprenne à nager et au bout de 15 jours, la mer part. Ce qui veut dire que les plus aventureux, à partir de la 8e journée, donc les blanchons, ils vont s'en aller dans l'eau, puis il y en a qui vont commencer à patauger. Il y en a d'autres à la 11e, 12e journée, ils n'ont pas été dans l'eau encore, la mer part à 15 jours, donc la mer va les prendre par le chignon du cou avec sa bouche, elle va les traîner dans l'eau, et bien sûr, même souvent, le blanchon veut rien savoir, il revient sur la glace, elle est obligée de le prendre 4 à 5 fois comme ça, jusqu'à temps qu'il s'en aperçoive qu'il flotte et qu'il est capable d'avancer un peu. Donc, lui aussi qui va commencer à apprendre à nager. Et on voit immédiatement que chez les mammifères marins, mais ils ont tous des caractères différents. On a la fâcheuse habitude, nous les humains, quand on voit des animaux, surtout quand ils se ressemblent tous, mais on pense que c'est comme des clones qui sont identiques et c'est complètement faux. Il y a autant de caractères qu'il peut en avoir chez les humains. Ce qui veut dire qu'il y en a des sympathiques, mais il y en a des antipathiques aussi. Il y en a qui sont plus vite, il y en a qui sont moins vite, il y en a qui mangent plus, il y en a qui mangent moins. Et bien sûr, c'est tous les traits de caractère qu'on trouve chez les humains qu'on retrouve aussi chez les mammifères marins. Et moi, quand j'ai commencé à comprendre ce système-là, ben, ça a changé complètement ma façon de faire des images. Parce que si on prend juste les blanchons, il y en a 500 devant moi, là, puis ils se ressemblent tous. Mais ils ont tous des caractères différents. Ça veut dire qu'il y a certains blanchons que je vais m'avancer et c'est impossible. Il y en a d'autres, dès que je vais faire un signe d'avancer, ils vont se lancer sur moi puis ils veulent me manger tout cru. Donc, ils vont me mordre. Et il y en a d'autres, je suis assis sur la banquise après de m'habiller. Il va s'en venir vers moi. Il va se coller sur moi. Il va se mettre sur le dos, un peu comme un chien, comme un chat. Ils veulent que je les flatte. Et si je les flatte un peu, mais après ça, je m'en vais dans l'eau, puis ils me suivent, et c'est là que je vais pouvoir faire des images. Donc, ce sont avec les sympathies qu'il faut travailler. C'est comme dans la vie. Et c'est pour ça aussi que c'est mieux pour nous. Donc, pour moi, à cette heure, ben, j'ai mieux passé une journée et demie à trouver des animaux qui veulent bien collaborer avec moi plutôt que d'arriver à un endroit puis de palmer à toute vitesse ou de marcher ou de courir pour essayer d'aller chercher des images avec des animaux qui veulent rien savoir. Aussi, ben, si vous prenez de la crème à 42 pendant 15 jours, ben, vous allez devenir comme ça, hein, des gros, c'est-à-dire des blanchons obèses. Et encore là, parce que là, les mères sont parties. Et ça veut dire qu'ils sont sevrés. Il va y avoir un processus qui va durer entre 45 à 55 jours. Donc, les blanchons, ils vont tous perdre leur poil, maigrir. Tous les jours, ils vont parfaire leur nage. Et au bout de ces 55 jours-là, ben, ils vont pouvoir descendre jusqu'à peu près 15-16 minutes dans l'eau pour aller chercher leur nourriture. Mais quand ils sont gros comme ça, déjà encore, les plus aventureux, il y en a qui vont vouloir essayer de descendre vers le fond. Et dès qu'ils vont arrêter de nager, mais ils reviennent à la surface comme des bouchons, ils sont trop gros, ça flotte trop.
Et c'est pour ça que ce processus de 45 à 55 jours-là est obligatoire, bien sûr. Donc, est-ce qu'on touche aux animaux? Non. Jamais que je vais me déplacer pour aller toucher les animaux quand ce sont eux qui s'en viennent sur moi, quand c'est eux qui me tiennent ou qui viennent vraiment se coller, ben oui, je vais me lever, je vais les flatter deux, trois fois. On peut pas dire que la mère reviendra plus. La mère, elle est déjà partie et même si elle serait là, ça ne changerait absolument rien. Deux facteurs, peut-être que vous connaissez moins. Les phoques, ça a toujours les yeux pleins d'eau et c'est tout à fait normal quand c'est dans l'eau, mais ça a toujours les yeux pleins d'eau à la surface aussi. Pourquoi? Il n'y a pas le même système que nous. Nous, pour se protéger, nos yeux, pour se protéger, bien sûr, de la neige, se protéger de la poussière, ben, on a des cils. Et si vous regardez bien, ben, chez les phoques, il n'y a pas de cils. Leur système, ben, il y a toujours de l'eau qui coule dans leurs yeux, un peu comme sur un pare-brise d'auto, ce qui fait que ça fait des grosses larmes, mais ils ne sont pas malheureux là, dans leur monde de glace et de neige, ils sont très heureux. L'autre facteur déterminant, extrêmement important, c'est au niveau de leur poil blanc. Et c'est exactement la même chose qui se passe aussi chez les ours polaires. Donc, si on veut faire l'expérience, on a besoin d'un poil blanc. Et si un jour vous voulez faire l'expérience, ben, je vous conseille d'aller chercher un poil blanc sur un blanchon et non pas sur un ours polaire. On va chercher notre poil blanc et on va l'examiner au microscope. On va le grossir 20 fois, 40 fois pour s'en apercevoir qu'à l'intérieur du poil, c'est vide. C'est comme un tube de verre. Et c'est quoi le rôle que ça joue? Le soleil frappe sur le poil. Le fait qu'il soit vide à l'intérieur, la chaleur augmente à l'intérieur du poil et le poil est relié à la peau. Donc, c'est comme ça qu'il se réchauffe. On appelle ça se réchauffer par radiation. Et c'est pour ça qu'on voit des ours polaires couchés à moins 55 degrés et qu'ils n'ont pas froid, parce que bien sûr, ces poils engorgés de chaleur-là vont continuer de les réchauffer. Donc, c'est un système extraordinaire pour pouvoir vivre là par très grand froid. Les ours polaires. Bon, les ours polaires, pour moi, ben, premièrement, c'est mon animal favori. C'est un animal qui est vraiment extraordinaire, qu'aujourd'hui, qui a énormément de problèmes. Il faut avoir je veux vous donner ben, justement quelques données pour bien comprendre la situation et un peu comment un ours polaire fonctionne. Premièrement, des ours polaires, ce sont des descendants de grizzlies. Ce sont des grizzlies qui sont plus au sud et qu'un jour, à cause du manque de nourriture, décident de monter vers le nord. Et au nord, il fait froid, donc il a fallu qu'ils s'adaptent. Il y a eu beaucoup d'adaptations, mais il y en a eu vraiment trois majeures, trois prédéterminantes. La première, ben, ils sont devenus blancs, avec des poils vides à l'intérieur, comme je viens de vous expliquer. Si on enlève les poils blancs de l'ours polaire, leur peau est complètement noire et complètement hermétique. Ils n'ont pas de pores dans la peau comme nous. Le seul endroit où un ours polaire a des pores dans la peau, c'est au niveau de leur museau. Ça veut dire que quand ils ont chaud, il va se mettre le museau dans la neige ou dans l'eau froide pour se réchauffer. Encore aujourd'hui, en 2020, on ne peut pas trouver de meilleur système sur la planète pour vivre à moins 55, moins 55 degrés. C'est vraiment phénoménal. Ils n'ont pas besoin de rien. Ils ont juste besoin d'avoir la lumière du soleil, augmenter la chaleur dans leur poils. Donc, le fait qu'ils ont la peau noire, cette chaleur-là reste encore plus emprisonnée et surtout qu'ils n'ont pas de pores dans la peau aussi. Donc, ça maintient cette chaleur-là. Quand il y a moins de soleil, parce qu'on le sait, hein, dans l'Arctique, à un moment donné, il y a presque 2 mois de noirceur totale, mais les ours polaires vont être en hibernation. Donc, ils vont être sous la neige, à peu près à 0, 1 degré, et il n'y a pas besoin de cette lumière du soleil-là. Mais quand ils se promènent, ils ont besoin justement de capter cette lumière du soleil-là pour les réchauffer. Deuxième chose qui a vraiment changé chez l'ours polaire, adaptation, c'est au niveau de les pattes avant. Donc, les pattes avant ont doublé en superficie, devenues 2 fois plus grosses et devenues semi-palmées. Il y a de la petite peau qui a poussé entre les orteils parce que c'est un excellent nageur. On sait aujourd'hui qu'un ours polaire, ça peut nager au moins 10 jours de temps sans arrêter. On parle pas d'heures. 10 jours de temps, 24 heures par jour d'une île à une autre île, donc d'un point A au point B, 280, 320 kilomètres. Donc, c'est un excellent nageur. Troisième point, et non le moindre, c'est au niveau de son odorat. C'est un odorat, mais extrêmement développé. Aussi aujourd'hui qu'un ours polaire, ça peut sentir
un phoque, donc sa nourriture de base, à 5 kilomètres. Donc, déjà, quand il commence à le sentir à 5 kilomètres, il va se diriger pour aller chercher là, sa proie. Un ours polaire, ça devrait manger entre 40 à 50 phoques par année. Et c'est ça qui se passait jusqu'à dans les années 90. Les débuts des années 90, là, ça a été les dernières années normales de glace dans l'Arctique. Les ours polaires, jamais qu'on entendait parler, ça allait moins bien. Ils mangeaient leurs 40, 50 phoques par année. Qu'est-ce qui s'est passé depuis les années 90? Il y a autant de phoques qu'il y en avait avant. C'est la diminution de la glace. Dans l'Arctique, l'été, dans certaines régions, la glace diminue de 80% depuis 1990. Donc, on ne parle pas de 5, de 10, de 20%, on parle de 80%. Et un ours polaire s'attrape ses phoques sur la banquise et non dans l'eau. Et c'est là qu'est toute la différence. Donc, comment il s'y prend pour attraper un phoque sur la banquise? Bon, il va arriver à côté d'un trou actif. Un phoque, c'est un mammifère. Il n'y a pas le choix. Il faut qu'il entretienne son trou pour venir respirer à peu près les 15 minutes. Et un phoque, ça va avoir 5-6 trous différents pour être certain que s'il y en a un qui est bloqué ou il arrive quelque chose, il est capable d'aller respirer dans un autre. Donc, l'ours polaire qui arrive à côté du trou actif, il va venir s'installer face au vent. Il va s'accroupir et, bien sûr, il veut se faire passer pour un bloc de glace. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il bouge d'un poil. S'il bouge le moindre petit, comme on dit, s'il bouge d'un poil, il n'y a jamais un phoque là qui va sortir. Et il peut rester comme ça pendant 20 heures, 30 heures. S'il serait complètement éveillé, il fatiguerait d'une patte ou d'un autre, ce qui veut dire que, bien sûr, qu'il bougerait et il n'y a pas de phoque qui sortirait. Pour pallier à ça, il va tomber en semi-hibernation. Il y a une grande partie de son cerveau qui dort et la seule petite partie qui reste éveillée, c'est pour lui indiquer que dès qu'il y a une tête de phoque qui sort, il y a une patte qui va le ramasser. Donc, c'est comme ça qu'il s'est adapté, c'est comme ça qu'il a évolué et ça laisse super bien tant qu'il y avait de la glace. À ce temps, il faut faire attention aussi. Les ours polaires, il y en a environ 35 000 sur la planète, dont 25 000 au Canada. Ceux qui sont complètement dans le haut de l'Arctique vont encore passablement bien. C'est vraiment ceux qui sont le plus au sud, mettons comme dans la baie d'Hudson, où on dit aujourd'hui qu'ils mangent plutôt entre 20 à 40 phoques par année. Donc, il y a une méchante lacune. Parce qu'on est toujours dans la moyenne, ce qui veut dire qu'il y en a une certaine quantité quand même, les plus gros, les plus forts, qui vont manger leurs 40, 50, mais les autres n'y arriveront pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, qu'on voit beaucoup d'ours polaires décédés, beaucoup d'ours polaires chétifs. C'est directement lié à cette glace-là qui a disparu à cause des changements climatiques. On est venu augmenter la température de l'air, qui est venu augmenter la température de l'eau. Donc, cette glace-là qui fond très, très, très rapidement. Juste aussi pour vous parler, là, au niveau des phoques comme tels, c'est pas bête non plus, c'est pas stupide. Hein? Il n'y a aucun animal sauvage qui est stupide, qui est bête, qui est pas intelligent. Ceux qui avaient le moindre petit pourcentage d'imbécilité, ils ont disparu depuis des milliers d'années. Donc, ils se sont adaptés. Un phoque, là, avant de sortir, là, il n'arrive pas puis qu'il sort dans son trou à toute vitesse puis qu'il se fait prendre bêtement. Il va passer 5 à 6 fois dans son trou. Il va garder de tout bord, tout côté. Il va voir qu'il y a un bloc de glace en haut. Et souvent, il va partir pendant 30, 40 secondes. Il va revenir voir si le bloc de glace n'a pas changé. Et bien sûr, si l'ours polaire a bien joué son jeu, bien, là, il va se faire prendre dans son propre jeu, le phoque comme tel. Donc, depuis 1991 que je vais dans l'Arctique, j'y suis allé 42 fois jusqu'à présent. On me demandait toujours, est-il possible d'aller chercher des images d'ours polaires dans l'eau? Facile à dire, pas trop facile à faire. Et au début, mes premières expériences, habillé en plongée, avec un harnais, avec une caméra dans les mains, je me faisais attacher en arrière d'un petit bateau, comme vous voyez là. Et bien sûr, je disais à mon guide Inuit, donc au capitaine du bateau, pas question que tu ralentisses, hein, qui passe à toute vitesse. Ce qui fait que j'ai jamais réussi à aller chercher plus de à peu près 4 secondes d'image parce que la friction de l'eau, le fait de se faire tirer comme ça, donc tout croche, ne permettait pas justement de longues séquences. Et en 2009, National Geographic nous réunit. On est 3, donc moi qui viens du Québec, Adam Ravitch qui vient de Los Angeles et Andy qui vient de Londres. Donc, on a chacun une certaine expertise avec des ours polaires et on nous réunit justement à Washington en nous demandant,
qu'est-ce que vous avez besoin, mais on veut savoir une fois pour toutes si c'est possible d'aller chercher des images d'ours polaires dans l'eau. Et on décide d'embarquer dans le jeu et on s'en va à un endroit qui s'appelle Ripples Bay. Donc, Ripples Bay, c'est directement sur le cercle polaire et ça reste encore aujourd'hui, pour moi, la plus grande route migratoire des ours polaires. Tous les jours, en juillet à août, on en voit 10, 12, une quinzaine. Aussi, du côté de Ripples Bay, il y a beaucoup d'îles dans l'eau, donc beaucoup d'eau, et les ours polaires qui vont immigrer vers le nord vont nager. Quand ils arrivent sur une île, ils vont marcher, ils vont courir, ils vont la traverser, arriver de l'autre bord, ils vont nager encore. Et quand on arrive avec ces ours polaires-là, il nous manque beaucoup de données, et ce qu'on a besoin de savoir, c'est à quelle vitesse que ça nage, pour s'en apercevoir que ça peut atteindre des points de vitesse à 13 nœuds, 13, 14 nœuds, mais leur vitesse de croisière. Ça veut dire que quand ils sont en déplacement, ça va quand même nager à 7 à 9 nœuds. Donc, c'est assez rapide. Juste pour vous donner un exemple, moi, avec mes palmes, pendant quelques secondes, je peux atteindre 2 nœuds, puis pas longtemps. Ce qui veut dire que ça nage pas mal plus vite que moi. Est-ce que ça plonge? Notre analyse n'est pas scientifique, mais à force d'avoir et de compter, on est venu à peu près à dire qu'il y avait à peu près 40% des ours polaires qui plongent, même pas 1 sur 2. Donc, à peu près 40%, un petit peu moins que la moitié. Est-ce que ça plonge profond? Non. Ça plonge à 1,5 mètre, 2 mètres. Ça veut dire que dès qu'il va s'immerger, qu'il arrive à peu près à 1,5 mètre, il va tomber à l'horizontale, nager à cette profondeur-là et revenir vers la surface par après. Est-ce que ça reste longtemps dans l'eau? On a évalué entre 1 minute et à peu près 3 minutes. À peu près, là, je dirais, la plupart, là, c'est 1 minute et demie à 2 minutes, à peu près, qui va rester sous l'eau. Des données importantes, lorsque les ours polaires sont près de la côte ou près de la glace et qu'il y a des phoques qui passent à côté, il va tout faire pour les attraper. Même s'il n'est pas capable de les attraper dans l'eau, il va quand même faire une tentative. Ceux qui plongent vont plonger, les autres vont nager plus vite. Mais par contre, quand l'ours polaire est vraiment au large, très loin de la côte, très loin de la glace et qu'il y a des phoques qui passent à côté, il s'en occupe même pas. Il les ignore complètement, même qu'il y en aurait 50 qui passeraient. Pourquoi? Il nage plutôt et il se maintient en surface avec ses pattes avant qui sont semi-palmées. Donc, même s'il sera capable d'attraper un phoque avec ses pattes avant, bien sûr, il n'est plus capable de nager, plus capable de se maintenir en surface. Il sait tout ça, il a cette intelligence-là et c'est pour ça qu'il les ignore complètement. Donc, nous, on venait de trouver la solution. En tout cas, on passait au moins une piste de solution. Je vais me faire passer pour un phoque quand les ours sont au large et on va essayer d'aller chercher des images. Et tout simplement, pour vous dire que le petit bateau est venu me mener sur cette fameuse route des ours polaires-là. Et je vous ai dit tantôt que ça avait un odorat très développé, ce qui fait que quand je suis dans l'eau, là, j'ai pas besoin de crier « Yahoo, je suis là ». Il s'en vient directement vers moi parce qu'il me sent de très, très, très loin. Et j'ai la frousse, j'ai peur. C'est pas compliqué, tu attends l'ours polaire qui respire très, très fort, qui s'en vient vers toi et tu sais que son seul et unique but, c'est de venir te chercher. Donc, le fait d'avoir peur, ça crée un méchant problème. Parce que tant que je suis à la surface, que l'ours polaire a un point de traction, il s'en vient vers moi, mais le fait d'avoir peur, je descends dans le fond de l'eau à toute vitesse et assez profondément. Mais l'ours polaire n'a plus de direction où aller, il n'y a plus de point de traction, donc il évite sa course, il s'amuse sur place et on fait ça pendant un peu plus d'une semaine. Ça ne fonctionne pas, aucune image de tournée et on aurait pu rester là pendant 1000 jours puis il n'y aurait pas d'image de tournée non plus. Si je veux avoir une possibilité d'aller chercher ces images-là, il faut que je passe par-dessus ma peur. Absolument. Il faut que l'ours polaire s'approche très, très, très près de moi. Puis quand il est prêt, et que je descende pas très profond sous l'eau pour que je puisse encore aller chercher des images. À chaque fois dans ma vie que j'ai eu peur en plongée, et je vous le dis là, j'ai eu peur assez souvent. Les premières fois avec les morses, les premières fois avec les requins blancs, mais je vais me parler, je vais essayer de me convaincre et même je vais parler aux animaux. Mais je ne veux pas que vous retourniez chez vous en disant il a dit qu'il parlait aux animaux. Là, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Je parle aux animaux pour passer par-dessus ma peur. Et donc, la journée avant qu'on revienne, on n'a aucune image de fait, ça ne marche pas comme je vous ai expliqué.
Et là, s'en vient vers moi le matin une maman ours avec ses deux petits oursins. Et c'est peut-être le dernier ours polaire que je vois. Parce que même si j'en vois 10, 12 ou 15 par jour, j'ai pas 10 ou 12 ou 15 chances. Des fois, on en a deux, trois. Il faut être dans la bonne direction. Il faut pas qu'il y ait de glace au proche. Il faut pas qu'il y ait de côte. Donc, tout ça soit réuni. Donc, c'est peut-être le dernier que je vois. Et là, ben, il faut que je passe par-dessus cette part-là si je vais avoir une chance. Je prends une grande inspiration et je me dis, elle a de l'air sympathique. Ça devrait bien aller. Donc, le fait de me parler comme ça, essayer de m'encourager, ben là, l'ours polaire s'en vient vers moi à toute vitesse. Et quand elle arrive peut-être à 3 mètres de moi, là, je descends. J'essaie de faire le focus à 2-3 mètres de la surface. Et c'est comme ça qu'on va chercher les premières images d'ours polaire dans l'eau. Ça n'existait pas auparavant. Et à partir de ce moment-là, ben, je savais que c'était possible. Et j'y suis allé à chaque année, sauf cette année. Et ça va super bien avec 60% des ours polaires. Et n'importe qui pourrait prendre des images parce que les ours nagent en surface. On a juste à peine à se mettre en dessous puis faire des images. Mais le gros problème, c'est les 40% qui plongent. Là, c'est différent. Parce que dès que je m'immerge dans l'eau, l'ours polaire fait exactement la même chose. Il me regarde et il s'en vient directement vers moi. Et ça nage à 9 nœuds et je nage à 2 nœuds. La grande chance qu'on a. Pourquoi on est capable d'aller faire des images d'ours polaires dans l'eau? C'est qu'ils ont les mêmes barreaux traumatismes que nous au niveau des oreilles. Donc, si vous êtes déjà allé dans une piscine, en mer, en rivière, dès qu'on descend sous l'eau, qu'on arrive à 2-3 mètres de la surface, l'eau, c'est 800 fois plus dense que l'air. Énormément de pression dans l'eau. Cette pression-là pousse sur les tympans qui rentrent vers l'intérieur. C'est ce qui nous fait mal aux oreilles. Quand on fait de la plongée, une des premières choses qu'on apprend, c'est une méthode bien simple qu'on appelle le Valsalva. Et le Valsalva, là, ça consiste à se pincer le nez, envoyer de l'air à l'intérieur pour équilibrer les oreilles, équilibrer les tympans. Donc, les ours polaires savent pas comment faire, en tout cas, pas encore, le Valsalva. Et eux aussi, dès qu'ils atteignent 2 mètres, 3 mètres de profondeur, ils ont tellement mal aux oreilles qu'ils vont arrêter, puis ensuite, ils vont revenir vers la surface. Et nous, bien sûr, ben, c'est là qu'il faut descendre à toute vitesse, là, vers le fond. Et c'est ça notre très grande chance pour pouvoir aller chercher des images. Donc, vous allez voir comment ça nage. Ça nage avec les pattes avant seulement et les pattes arrière, ça ne sert que de gouvernail. Et ils vont toujours faire le même geste là, pendant des jours et des jours. Et si on regarde bien celui-ci, là, il va descendre sous l'eau. Donc, lui, c'est un plongeur. Et on peut garder à peu près la ligne de la surface et on sait qu'il est au maximum à peu près à 2 mètres. Et déjà, il y a une grande pression sur les oreilles. Il va rester comme ça une minute et demie, puis ensuite, il va revenir là, à la surface comme tel. Autre facteur intéressant chez les ours polaires, ben, ce sont les animaux avec la mémoire olfactive la plus développée, ce qui veut dire que les petits oursins, quand ils suivent leur mère, ben, tout le long du parcours, ils vont sentir le chemin par où ils passent. Et 2 ans après, on vient de prouver ça, 2 ans après, ils sont capables de passer dans exactement le même chemin juste par la senteur. C'est ce qu'on appelle la mémoire olfactive. Qu'est-ce qui va se passer avec les ours polaires? C'est pas compliqué, je ne suis pas un scientifique, mais on peut déjà prévoir que probablement dans 30, 40 ou 50 ans d'ici, de la glace de l'Arctique, il en restera plus. C'est impossible, la glace, ça fond trop vite. Vous savez, présentement, sur la planète, l'endroit qui se réchauffe le plus vite, c'est l'Arctique canadien. C'est vraiment là qu'il y a les plus grandes différences à Alert. Donc, la base scientifique canadienne complètement en haut de l'Arctique. Le 1er juin 2019, il a fait 21 degrés et c'est pas comme ça tous les jours. Et c'était vraiment un record de tous les temps. Il faisait 22 degrés au-dessus de la moyenne. Donc, il y a tellement de grosses chaleurs aujourd'hui que cette glace-là fond très rapidement. Donc, pour nos amis les ours polaires qui attrapent, bien sûr, leur nourriture sur la banquise, le fait qu'il n'y ait plus de banquise, mais ça crée un problème majeur. Ça veut dire qu'ils sont plus capables d'aller chercher leur nourriture comme telle. Il est apparu à peu près depuis une quinzaine d'années une nouvelle espèce hybride qu'on appelle des Paisley. Et des Paisley, là, il faut que tu aies un père ou une mère grizzly avec un père ou une mère ours polaire. Comment tout ça s'est passé? Ça fait pas longtemps, là, 15, 17 ans maximum. Donc, il fait de plus en plus chaud dans l'Arctique, ce qui veut dire que les baies de genévrier, les baies rouges poussent de plus en plus vers le nord.
Donc, les grizzlies ont commencé à évoluer, à monter vers le nord. Les ours polaires cherchant de la nourriture désespérément, il y en a qui ont descendu vers le sud. Ils se sont rencontrés, ils se sont bagarrés et se sont accouplés. Et donc, en s'accouplant, ben, ça donnait cette nouvelle espèce-là qui est viable. Parce que si vous vous souvenez de vos leçons de biologie, une baleine bleue, ça peut avoir un petit avec une baleine à bosse, mais ça va en avoir un. Il va être stérile. Et les ours et les grizzlies, le fait qu'ils ont les mêmes ancêtres, mais ils sont capables d'avoir des petits qui ont des petits. Il y a un endroit qui s'appelle Bank Island dans l'Arctique canadien où on en est rendu à la 4e génération. Et certains scientifiques nous disent que c'est probablement la voie que vont prendre les ours polaires pour survivre. Sinon, ils vont disparaître. Il y avait, avant ces 15 ans-là, à peu près une zone tampon de 1000, c'est-à-dire 1200 kilomètres qui séparait les deux espèces comme telles. Ce qui est phénoménal, c'est la façon dont cette espèce hybride-là a vu le jour. Parce qu'il y a bien beau à faire chaud dans l'Arctique, il fait de plus en plus chaud, mais il fait encore des journées à moins 40 ou moins 50 degrés. Donc, toute la partie supérieure, ils ont gardé ça comme l'ours polaire pour capter la lumière du soleil et se réchauffer. Et toute la partie inférieure, c'est comme les grizzlies. Pourquoi? Un ours polaire, à cause de la configuration de leurs pattes, ils sont pas capables de cueillir des baies, ils sont pas capables non plus d'aller chercher du poisson dans l'eau. Et les grizzlies, ben, ce sont des champions cueilleurs et des champions pêcheurs. Donc, il a gardé vraiment les deux meilleures parties de les ours polaires et les grizzlies pour assurer leur survie. Donc, c'est certain qu'un grizzly, ça ne nagera pas aussi bien qu'un ours polaire, mais ce qui est important pour lui, c'est d'essayer d'attraper sa nourriture et de la manière que ce grizzly-là est constitué présentement, mais c'est donner toutes les chances pour justement pouvoir aller chercher cette fameuse nourriture-là. Ben, les narvals, c'est une petite baleine aussi qui vivent dans l'Arctique, surtout dans l'Arctique canadien, malgré qu'il y en a quand même passablement du côté du Groenland et aussi du côté de l'Alaska, mais c'est vraiment dans l'Arctique canadien qu'il y en a le plus, là, peut-être 80%. Ce qui est assez impressionnant, c'est ce qu'on voit, qui n'est pas un os qui pousse dans le front, mais c'est une excroissance de la canine gauche. Donc, c'est une dent qui va pousser toute leur vie. Et ça vit en moyenne 40 ans, mais il y en a qui vivent jusqu'à 60 ans. Donc, si vous avez une dent qui pousse pendant 45-50 ans, ben, elle peut atteindre 3 mètres et demi de longueur. Et on s'est demandé longtemps à qu'est-ce que ça pouvait servir. Au début, on pensait ben, c'est peut-être nuptial pour attirer les femelles parce qu'on pensait que seulement les mâles avaient cette excroissance-là. On sait aujourd'hui que tous les mâles ont cette excroissance-là, mais il y a entre 20 à 21% des femelles qui l'ont aussi. Donc, c'est sûr que c'est pas tout à fait nuptial, c'est pas pour se bagarrer, c'est pas pour se défendre, c'est très fragile, c'est de l'ivoire peu, ça se casse. Et si deux narvals se frappent une dent une contre l'autre, ben, il y en a une où les deux vont casser. Ce qu'on a fait, la découverte qui a été extraordinaire, c'est lorsque les scientifiques ont fait ce qu'on appelle des coupes longitudinales. On a pris la dent et on l'a coupée complètement sur sa longueur pour s'en apercevoir qu'à l'intérieur, tout dépendamment de la longueur de la dent comme telle, il y avait entre 20 millions et 40 millions de petits nerfs extrêmement fins, reliés à des nerfs un peu plus gros, reliés directement au cerveau, ce qui a fait une antenne parabolique par excellence. Et même certains scientifiques nous disent aujourd'hui que probablement de tout ce qui vit dans l'eau ou tout ce qui vit sur Terre, le narval est probablement la bébête, l'animal qui est le plus conscient de tout ce qui se passe à 1 kilomètre autour d'eux grâce à cette fameuse dent-là. Et moi, ben, ça m'a permis aussi de comprendre pourquoi c'était tellement difficile d'aller chercher des images de narval dans l'eau. Donc, on m'a demandé à plusieurs fois différentes compagnies. Et pour moi, un narval, mais c'était un animal qui était extrêmement peureux, très difficile d'approche. Et au début, ben, les images, comment j'essayais de les faire, ben, je m'assoyais sur le bord de la banquise, habillé en plongée, la caméra avec moi, et j'avais un petit radio-téléphone parce que je voulais pas qu'il y ait personne sur la glace collée sur moi, donc tout le monde était plus loin. J'avais quelqu'un en amont qui me disait « c'est beau, vas-y » quand les narvals arrivent, et quand j'arrivais dans l'eau, j'en voyais jamais. Parce que dès que j'arrivais dans l'eau, c'est pas compliqué, le narval, il me détectait puis il déviait de sa course. Comment on fait ça aujourd'hui? Je vais aller sous la banquise et je vais m'attacher pour ne pas être obligé de palmer pour me maintenir sur place. Et je reste immobile pendant des fois 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Quand les narvals arrivent, je me déclipe, j'allume la lumière, la caméra, et ça permet d'aller chercher des images. Les narvals, deuxième nourriture par excellence des ours polaires. À chaque fois qu'on va au narval, il y a toujours des ours pas loin. Et ça arrive des fois
que les ours sont capables d'attraper des narvals dans l'eau. Ça veut dire que s'il y a juste un trou dans la banquise, l'ours polaire va sauter dans le trou avec ses pattes puissantes, sa mâchoire puissante, va être capable d'attraper, bien sûr, un narval, de sortir de l'eau et de bouffer par après. Mais quand il y a plusieurs trous dans la banquise, mais que l'ours polaire saute dans un trou, ben, les narvals aillent respirer dans l'autre et donc les narvals jouent à cache-cache avec les ours polaires, donc c'est impossible pour eux de les attraper. Petite baleine. Quand on parle de petite baleine, mais ils respirent tous de la même façon avec un évent sur le dessus de la tête. La dent, toujours du côté gauche aussi. Et quand on voit un narval qui n'a pas cette excroissance-là, mais on sait automatiquement que c'est une femelle. La dent aussi, elle pousse de façon torsadée. Ça veut dire que dès que l'animal a 1 an et que la dent passe à travers de sa lèvre supérieure, mais la dent va pousser en tournant pour mieux contrer la friction de l'eau. Tout ça pour dépenser moins d'énergie. Tous les animaux sauvages se sont développés, se sont adaptés pour aller chercher leur nourriture en dépensant le moins d'énergie possible. Tous ceux qui ont réussi sont encore vivants et tous ceux qui n'ont pas réussi ont disparu, encore une fois, depuis de nombreuses années. Ici, on est avec un phoque léopard, donc on est du côté de l'Antarctique et c'est parmi les plus gros phoques au monde. Ce qui est assez impressionnant chez la phoque léopard, quand il y a la bouche fermée, ben, on les voit avec des beaux sourires. Le gros problème, c'est quand ils s'ouvrent la bouche. C'est une bouche béante, très, très grosse, avec des dents très lacérantes, très coupantes. Et du côté de l'Antarctique, ben, il y a eu 2 morts en plongée avec des phoques léopards. Ça peut être dangereux, mais moi, je suis persuadé encore, c'est pas qu'ils sont sanguinaires, c'est pas qu'ils veulent tuer, ils veulent s'amuser. Et on n'est pas équipé pour s'amuser avec eux, bien sûr. Et quand on est arrivé du côté de l'Antarctique et qu'on a commencé à plonger avec les phoques léopards, mais je peux vous dire, c'est sûr qu'on était très impressionnés puis même très nerveux, justement, le fait que, sachant qu'il y avait eu des morts avec ces phoques-là, et pour s'en apercevoir qu'il se passe toujours la même chose. Les phoques léopards, quand ils nous voient, il y a une certaine crainte de nous aussi. Donc, on va les voir de très, très loin, puis ensuite, ils vont disparaître. Et le seul endroit qu'il ne faut pas que tu regardes, c'est où il a disparu parce qu'il essaye de te prendre par surprise. Donc, il va arriver d'un autre endroit un peu plus près, disparaître encore, jusqu'à temps qu'ils viennent très près de nous pour s'en apercevoir qu'on est très palote par rapport à eux. Donc, un phoque léopard, ça peut voyager à 65 km/h dans l'eau et ça peut se tourner sur un dissous. Donc, ils s'en aperçoivent qu'on n'est pas dangereux. Et là, ils vont vouloir commencer à s'amuser avec nous. Et dans ce temps-là, il faut penser à sortir en dehors de l'eau parce que ça peut être extrêmement dangereux. Les épaulards, les épaulards sont les mammifères marins les plus intelligents, encore beaucoup plus intelligents que les dauphins. Ça vit en famille, ça ne vit pas en communauté. Et quand on parle de famille, on parle de père, mère, frère, sœur, fils, fille. Là. Donc, c'est vraiment très, très serré, entre 6 et 30 individus. La plupart du temps, les familles sont aux alentours de 15-20. Quand la famille devient trop grosse, trop d'eux à gérer, un mononcle, une battante part avec une gang pour former une autre famille. Ce sont vraiment les rois des océans. Ça veut dire que les épaulards peuvent attaquer tout ce qu'il y a dans l'eau, mais eux n'ont aucun prédateur. Ça peut s'attaquer aux ours polaires, manger tout simplement des petites sardines, ça peut s'attaquer aux requins blancs et ça peut même s'attaquer à la baleine bleue, le plus gros mammifère aujourd'hui, mais le plus gros mammifère de tous les temps. Même au temps des dinosaures, rien n'était aussi gros qu'une baleine bleue, parce que les baleines bleues les plus grosses, là, c'est près de 3 autobus, une en arrière de l'autre. C'est très, très long. Et comment il va attaquer les épaulards, justement, une baleine bleue? Ben, tout simplement à la file indienne, un en arrière de l'autre, en commençant par le mâle dominant, donc le mâle vraiment le plus fort, et le deuxième plus fort en allant jusqu'au dernier petit bébé. Et quand il va arriver à côté d'une baleine, ben, le mâle dominant va aller chercher une partie dans le cou de la baleine, sa partie la plus faible, venir se placer à la queue, le deuxième va aller chercher un autre morceau, et ainsi de suite. Donc, tout est calculé dans leur monde pour arriver à leur fin. Il faut bien comprendre aussi que les épaulards, ben, il y a les sédentaires et il y a les nomades. Donc, les sédentaires, ceux qui restent toujours à la même place, qui mangent toujours la même chose, comme du côté du Pacifique, qui mangent du saumon, eux sont, je dirais, en très mauvaise santé.
le fait justement de son mort, ben, ça crée, il y a beaucoup de cancers. Et ces animaux-là, ça veut dire que vraiment les épaulards, leur nombre diminue d'année en année. Mais ceux qui voyagent dans toutes les mers du monde, donc les nomades, ben, eux, une journée qui mangent des sardines, le lendemain, une patte d'ours ou un foie de requin blanc. Mais les autres, là, ils restent complètement en haut de la chaîne là, alimentaire et ce sont des super prédateurs. Il y a aussi, ce qui est très important, c'est la communication. Ils communiquent beaucoup entre eux et chaque famille a son propre dialecte. Ça veut dire que quand une famille, après d'attaquer un autre, arrive un fois à la surface ou sous l'eau, mais la famille d'à côté ne comprenne pas comment ils sont après de s'organiser. Ce qu'on vient de comprendre, qui était vraiment, qui est assez phénoménal, c'est lorsqu'une femelle est réceptive, donc à 5 ans, 6 ans, prête à s'accoupler. Elle ne peut pas s'accoupler ni avec son père ni avec son frère, consanguinité, ça ne marcherait pas longtemps. Donc, la mère part avec sa fille et elle va trouver la famille avec le dialecte le plus loin du sien. Elle va s'accoupler et ensuite elle revient dans sa famille pour avoir son petit, ce qui assure une génétique extraordinaire. Jamais eu d'attaque d'épaulards sur un être humain en milieu naturel. Il y a eu des morts dans les parcs d'attractions. 9 morts en tout. Si jamais vous avez la chance de voir le documentaire Blackfish, où on traite bien sûr de ces morts-là. Et on s'en aperçoit tout simplement que les épaulards aussi, ben, il y a une mémoire phénoménale. Et la journée qui ont attaqué leur dompteur, parce qu'au début, c'est ça qui se passait, on essayait d'analyser qu'est-ce qui s'est passé cette journée-là. On analysait l'urine, on analysait tout ce qu'il avait mangé, qu'est-ce qu'il portait pour essayer de comprendre, pour s'en apercevoir que l'épaulard a tellement une bonne mémoire qu'il garde tout en mémoire. Et quand il va réagir une journée, mais c'est pas nécessairement sur cette journée-là, ça peut être quelque chose qui s'est passé il y a plusieurs années. Ce qu'on sait aussi chez les épaulards, c'est que le lien familial, ben même certains scientifiques nous disent que c'est encore plus important que chez les humains. Donc, vous pouvez imaginer, quand on va enlever un épaulard à sa famille, en milieu naturel, puis qu'on on l'enlève de l'océan, puis qu'on l'amène dans une piscine, mais c'est des doubles chocs, c'est des choses qui ne devraient jamais se produire. Et c'est certain que ces épaulards-là subissent des stress-là énormes. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, bien, ils décident d'attaquer son dompteur, puis qu'il le tue. Comme je vous disais tantôt, c'est pas nécessairement qu'est-ce qui s'est passé cette journée-là, mais c'est tout ce que c'est qui est accumulé comme tel. Nous, quand on va les filmer, ben moi, je vais surtout du côté de la Norvège. C'est là que je suis allé le plus souvent pour les filmer. C'est même, je vous dirais qu'il n'y a aucun danger. C'est même presque insultant parce que quand ils passent à côté de nous, ils ne nous regardent même pas. Là. Ils nous ignorent là, complètement. Ici, c'est ce qui est assez extraordinaire avec cette baleine-là, c'est la baleine boréale de l'Arctique. Regardez quand elle se sort la tête en dehors de l'eau, la bosse, le chapeau qu'elle a sur le dessus de la tête. Seulement ces baleines-là ont ce fameux chapeau-là. Et à quoi ça sert? Ben, ces baleines-là doivent venir respirer à toutes les 23 minutes à la surface. Et quand il y a des trous dans la banquise, comme vous voyez ici, il n'y a pas de problème. Ça veut dire que les baleines viennent respirer librement. Mais des fois, ils se font prendre littéralement sous la banquise, aucune sortie. Et dans ce temps-là, ben, les baleines vont descendre très profondément, monter à toute vitesse. Les baleines, entre 40 à 70 tonnes, et ils sont capables de passer à travers 1 mètre de glace grâce à ce fameux chapeau-là, qui est tout simplement de la peau très épaisse avec de l'huile à l'intérieur. Donc, c'est comme un pare-choc. Et en frappant la glace, mais la glace va éclater et ensuite, il va venir respirer. Tous les baleines mangent de la même façon, sauf les baleines noires, ce qui veut dire avec la gueule complètement ouverte, vont avancer dans l'eau, comme vous voyez ici, zooplancton, copépodes, petits krill, petits poissons, vont rentrer à l'intérieur. Et quand la bouche est pleine, ou quand ça fait 23 minutes, donc plus de souffle, mais les baleines, ça des fanons. Et bien sûr, des fanons, c'est un peu comme des rideaux tissés serrés, ce qui veut dire que quand fermant la bouche, l'eau sort par les fanons, mais là, la nourriture reste prise à l'intérieur. C'est comme ça qu'il va manger là des tonnes et des tonnes de petits poissons comme tel. Une de mes meilleures plongées, où je pourrais vous dire tout simplement que la plongée qui m'a le plus impressionné dans ma vie, c'est la première fois que je suis allé en Afrique du Sud, voir ce qu'on appelle filmer la route des sardines, donc le Sardine Run. À chaque année, il y a des grands bancs de sardines qui arrivent en Afrique du Sud, donc les dauphins très intelligents aussi.
s'en aperçoivent en premier et il va prendre ces boules de poisson-là, il va les stabiliser, les compacter. Et justement, quand les boules de poisson sont stabilisées, bien, un peu comme une cavalerie, il y en a une certaine quantité qui va faire le tour pour maintenir cette boule de poisson-là et les autres vont aller se nourrir. Ils vont s'interchanger là, de façon super bien orchestrée. Et ensuite va arriver des oiseaux, les fous du Cap, donc les proches cousins de nos fous de bassin qu'on a ici, qui sont pas si fous que ça parce qu'ils s'en aperçoivent qu'il se passe quelque chose. Il va arriver par dizaines, par centaines, par milliers pour descendre jusqu'à 20 mètres de profondeur pour aller chercher une sardine à la fois. Donc, je suis après de filmer sous cette eau-là avec des dauphins, des sardines et des oiseaux. On peut pas dire que c'est dangereux, mais quand il arrive des dauphins à toute vitesse et qui tournent à 10-15 cm, là, à peu près à 6 pouces, tu te fermes les yeux puis tu te protèges assez souvent. Tu te demandes comment il va faire pour pas te frapper. Et des oiseaux, ben, il y en a de plus en plus. J'en ai un qui m'a frappé. J'ai senti des ailes vraiment me frôler. Et tout ça, ça s'accentue. Et après ça, va arriver, parce que ce ne sont pas les seuls animaux qu'il y a du côté de l'Afrique du Sud, va arriver les requins les plus rapides, donc les requins cuivrés. Ensuite, va arriver les requins blancs. Ensuite, va arriver les requins-baleines et ensuite les baleines. Donc, ça bouge à 360 degrés en haut, tout le tour, et il y a de la vie. Et ce qu'il y a de plus dangereux dans tout ça, ce ne sont pas les grands requins blancs ni les requins cuivrés. Ce qu'il y a de plus dangereux, ce sont les derniers qui vont arriver, donc les petits requins qui suivent les autres. Ils savent même pas qu'est-ce qu'ils font là et ils mordouillent sur n'importe quoi, donc ils arrivent sur toi avec la gueule ouverte. Et souvent, on est obligé de donner des coups de palme ou des coups de coude là, pour les tasser. C'est vraiment ce qu'il y a de plus dangereux. Quand on a terminé la plongée, on doit palmer, sortir de cette boule-là, sous l'eau, bien sûr, et ensuite, on revient à la surface et là, on va appeler notre pneumatique qui vienne nous chercher. Et la première fois que je suis allé filmer, quand je suis sorti de l'eau et que j'ai embarqué de la pneumatique, mais j'étais complètement vidé. J'avais dépensé toute l'énergie que j'avais. L'adrénaline était à son maximum. Mais ce que je venais de vivre était phénoménal. C'était vraiment spectaculaire. Grand requin blanc, ben, beaucoup de gens, bien sûr, ont peur des requins. Et vous savez, dans le monde des requins, c'est pas compliqué. Il y a eu une psychose qui a ébranlé la planète entière qui s'appelle jazz. Dans le monde des requins, il y a le avant jazz et le après jazz. Et en plus, ben, il y a eu jazz 1, jazz 2, jazz 3. Ça ne finissait plus. Et jazz, ben, c'était tout simplement un gros requin blanc en caoutchouc. Il y a tellement je dirais, donner la frousse tellement fait qu'il y a des gens, en fait, que les requins sont devenus des mâles aimés. Et même le lendemain des films jazz, tu avais des Américains, tu avais des Australiens qui partaient avec des fusils dans les bateaux pour aller tuer les requins. Et les requins, mais c'était extrêmement important dans la chaîne alimentaire. Ce sont ce qu'on appelle des super prédateurs. Ils maintiennent cette chaîne alimentaire-là. Et même, certains scientifiques nous disent que si demain matin, tous les requins disparaîtraient, probablement dans 2 ans, ça serait le chaos total là, sur la planète. Donc, les grands requins blancs, il y en a partout. Vous en avez chez vous, en Gaspésie, il y en a aux îles de la Madeleine. Hein? Il y en a dans les eaux, dans tous les eaux tempérées. On est habitué d'entendre, bien sûr, du côté de l'Afrique du Sud, du côté de l'Australie, où la photo ici, elle a été prise du côté de Guadeloupe, Mexique. Pour moi, c'est le meilleur endroit pour aller les voir parce que l'eau est très, très, très claire. Mais le plus gros requin blanc au monde, il a été pris à l'île du Prince-Édouard. Il n'a pas été pris en Australie, là, ni du côté de l'Afrique du Sud. Donc, il y en a plein. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Brunswick, là, qui vient faire son tour aussi aux îles de la Madeleine. Il est venu l'année passée, il est revenu cette année aussi. Et dans le monde, ben, il y a 512 sortes de requins. Il y en a 6 sortes potentiellement dangereuses, mais c'est moins de 6 morts par année. 6 morts par année, c'est trop, mais c'est absolument rien dans le règne animal. Même les dauphins. Les dauphins, ça tue plus de monde que les requins comme tels. Donc, quand on va aller les filmer, on va descendre dans une cage. C'est potentiellement dangereux. Si l'eau est claire, s'il y a de la visibilité, on ouvre la porte de la cage, on sort. On est après de filmer, après de photographier à 2 mètres. Il n'y a aucun problème. Le gros problème, c'est quand il n'y a pas de visibilité. Faut jamais oublier que les requins, ça n'a pas de mains, ça fait tout avec leur bouche, donc toutes les analyses, ce qui veut dire que bien sûr que s'il n'y a pas de visibilité, il y a un gros billot de bois dans l'eau, ben, le requin va arriver, il va déposer ses dents dessus, il va s'apercevoir que c'est pas intéressant. Et pour les êtres humains, ben, c'est la même chose. Il se passe quelque chose devant lui qu'il peut pas tout à fait voir.
Donc, souvent, il peut déposer ses dents sur un bras, sur une cuisse, sur le corps. Si on serait assez brave, et je ne suis pas assez brave, et je ne connais pas personne non plus, si on serait assez brave pour y laisser le temps de prendre, bien sûr, de faire son analyse, mais probablement qu'il y en aurait pour 1 minute. Ensuite, il lâcherait complètement. On aurait des belles marques avec un peu de sang qui coulerait, mais ça serait la seule chose. On n'est pas intéressant pour eux. Mais qu'est-ce qui se passe quand, bien sûr, quand on est dans la gueule d'un requin, on veut sortir de là, donc on veut vouloir de s'arracher. Donc, lui, il n'a pas fini son analyse, donc il va arracher le morceau. Et là, bien, il y a du sang, on va l'exciter, malgré que le sang humain, les requins ne sont pas attirés par le sang humain. Ils sont attirés par le sang des animaux, mais pas par le sang humain. Mais juste le fait quand même qu'il y ait beaucoup de sang, qu'il y ait beaucoup d'action dans l'eau, mais là, ça va l'exciter. Mais vraiment, là, si on le laisserait faire, il prendrait son analyse puis il partirait après. Juste pour vous montrer, pour comparer, les jellyfish, donc les méduses, c'est quand même 40 morts par année. Les chevreuils, ça crée 130 morts par année, des accidents d'auto, bien sûr, mais ça crée quand même 130 morts par année. Les vaches, on est du côté de l'Inde ici, ils sont sacrés là-bas, mais c'est quand même 22 morts par année. Fourmis rouges, Australie, 30 morts par année. Les chevaux, 20 morts par année. Les hippopotames, entre 2900 à 3200 morts par année. Les éléphants, 425, 440 morts par année. 512 sortes de requins, moins de 6 morts. Qu'est-ce qu'on en a tant contre les requins? Mais cette fameuse psychose-là, bien sûr, là, de jazz. Là. Après cette présentation imagée de Mario, on a enchaîné avec une petite période de questions. Donc, on peut voir à travers ton travail qu'il y a beaucoup d'apprentissage qui est fait au niveau des animaux, au niveau des conditions, au niveau de la dégradation de l'environnement. Puis, de ton côté de cinéaste des fonds marins, comment toi, tu penses que tu refais le monde? Eh mon Dieu, c'est sûr que quand on parle de refaire le monde, c'est un grand mot, mais c'est certain que moi, la façon dont j'ai décidé, mettant on va dire, d'aider la planète avec mon petit apport, c'est d'aller chercher des images, mais aussi d'essayer d'éduquer de façon simple, parce que je ne suis pas un scientifique, je le répète toujours, je suis un caméraman sous-marin. J'ai la chance de travailler avec des scientifiques, donc j'ai eu la chance d'apprendre beaucoup de choses. Je suis très curieux, je pose beaucoup de questions. Mais bien sûr, je me dis toujours que le fait de montrer des belles images, de montrer un peu vraiment comment ça se passe en réel avec quelqu'un qui explique de façon simple comment ça se passe, ben je me dis que ça a quand même une certaine impact. Il y a plein d'organismes qui vont défendre l'environnement et avec raison, où on va être beaucoup plus, je dirais, drastique en disant, ben, ne mangez plus ci, ne faites plus ça. Moi, j'ai plus choisi le côté de regarder comment c'est beau et comment on peut faire pour sauver cette nature-là, comment on peut faire pour, bien sûr, garder cette beauté-là pour les générations futures. Donc, c'est un petit peu le mandat que je me suis donné. Est-ce que ça refait le monde? Non, pas vraiment. Mais est-ce que ça peut l'aider un petit peu? Je le pense. Il y a beaucoup, les conférences, en tout cas, sont quand même très populaires, c'est toujours plein. Je me dis, c'est parce qu'il y a vraiment une intérêt. Bien sûr, avec ces animaux-là. Et quand je fais beaucoup d'écoles aussi, je fais peut-être en 30 et 35 écoles par année, autant primaire, secondaire, là, cégep, université. Et c'est assez incroyable les questions que les jeunes vont poser et aussi de le voir comment ils sont intéressés aussi par ces animaux-là, puis ils sont intéressés par ce qui se passe, bien sûr, du côté, ben, surtout comme pour moi, de l'Arctique comme tel. Là. Puis est-ce que c'est arrivé des fois que les images que tu vas présenter sont utilisées dans un sens contraire de ce que tu aimerais offrir comme message? Ah ben oui, c'est ça un des grands problèmes aussi, c'est que nous, quand on travaille pour des grosses compagnies, mettons si on travaille pour National Geographic, ben le contrat, 20 pages à peu près, puis
ça pourrait être écrit dans un paragraphe. Ça veut dire que tu travailles pour nous, on te paye et tout ce que tu fais nous appartient et on fait ce qu'on veut avec. Moins vrai aujourd'hui. Je dirais que depuis peut-être les 6 ou 7 dernières années, les gens sont quand même assez respectueux du travail qu'on fait, puis aussi sont très respectueux des animaux. Mais quand on se recule à peine dans les années 90 où on voulait souvent montrer du sensationnalisme et des fois, justement, on prenait des prises de vue hors contexte. Et ça, c'est certain que c'est assez choquant, mais on a signé au bas d'une feuille en disant que vous pouvez faire ce que vous voulez avec mes images. Tu sais. Mais aujourd'hui aussi, et c'est une des raisons aussi pourquoi, il y a 2 ans, j'ai coproduit Odyssée sous les glaces pour avoir justement mon mot à dire, pour être certain aussi que l'image, en fait, ce qu'on allait en dire, c'était vraiment aussi, moi, ce que je pense ou ce que j'ai appris là, des scientifiques comme tels. On vient d'avoir encore la commande de Odyssée 2, où je vais encore faire la coproduction. Et c'est plus vers ça aussi que je m'enligne là, pour probablement la fin de ma carrière. Mais oui, les images ont déjà été utilisées à mauvais escient. Là. Bonsoir. Allô? Je m'appelle Cassandre. J'ai une question pour toi. Donc, tu as un peu élaboré sur les impacts des changements climatiques, mais j'aimerais ça peut-être t'entendre sur les deux aspects, là, positifs et négatifs. OK. Bon, c'est certain qu'au niveau négatif, premièrement, le fait qu'il n'y ait plus de glace, tu sais, les pôles, c'est les régularisateurs aussi du climat sur Terre. C'est pas compliqué, là. L'Arctique et l'Antarctique, là, c'est ça qui fait le climat qu'on a, donc c'est ça qui va régulariser. Et on est prêt de changer complètement ces aspects-là. Ça va avoir des effets sur les courants, le Gulf Stream. Donc, il y a plein de choses qui vont changer dans les prochaines années où je pense pas, où il va y avoir énormément de positifs. Où il y a du positif un peu, c'est présentement, pendant un certain temps, c'est vraiment du positif qui va être très passager. C'est que présentement, dans les eaux du monde, tout est prêt de changer. Il faut bien comprendre que nous, les humains, on marche avec des dates, avec des heures, et chez les animaux, dans l'eau, ils marchent avec la température. Et les Norvégiens nous ont appris qu'un dixième de 1 degré, ça fait dévier les grands bancs de poissons à gauche ou à droite. Donc, tout est après de changer dans les mers du monde. Présentement, si on prend l'équateur, il y a plus de 280 espèces qui émigrent vers l'Arctique de 26 km par année et à peu près la même chose aussi du côté de l'Antarctique. Donc, qu'est-ce qu'on pourra dire que ça pourra avoir effet positif? Je ne sais pas trop en Gaspésie. Cette année, nous, ici aux îles de la Madeleine, on a battu le record de tous les temps pour la pêche au mort. 155 ans de pêche. Cette année, plus grosse année de tous les temps. Avant, c'était l'année passée et avant, c'était l'année d'avant. Donc, il y a de plus en plus d'homards parce que justement, l'homard qui était plus au sud est rendu ici. Mais ce homard-là est en direction de l'Arctique. Donc, il ne va pas déménager en Arctique demain matin, mais déjà, la course est partie pour monter vers l'Arctique comme beaucoup d'autres espèces. Là, on en profite présentement, mais c'est pour ça que je dis que c'est passager, parce que ça va peut-être durer 50, 20 ans, personne ne peut le dire. Mais si on continue, bien sûr, à réchauffer cette eau-là, il y a un moment donné, il n'y en aura plus, en tout cas, il n'y aura plus cette espèce-là, comme le crabe aussi, donc des espèces très lucratives. Pour ce que c'est qui est de l'Arctique, ça crée un problème au niveau de la glace, au niveau des ours polaires, mais même au niveau des Inuits aussi, parce qu'eux doivent s'adapter aussi quand ils aillent chercher, leur nourriture. Tu sais, on va garder, mettons, les elders, là, les grands-pères, les personnes âgées dans les villages, parce que l'éducation là-bas est vraiment au niveau de la parole comme telle, là, ce sont plus que des écrits. Donc, tu avais justement ces grands-pères-là, donc les elders, qui vont expliquer à leur fils ou à leur petit-fils, à la 3e pleine lune, vous irez sur telle île, puis il y a plein de caribous. Ça marche plus, ça. Donc, ça marchait pendant des siècles et des siècles et des siècles, et aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Il n'y a plus rien qui se tient. Ce qui veut dire que les animaux, ils arrivent avant, ils arrivent après, ou ils ne viennent pas. Donc, c'est difficile pour eux. Nous, c'est très difficile. Moi, juste depuis 91, ça a changé complètement. Juste pour vous donner un exemple, des baleines boréales. 10, 15 juillet, Igloo Lake, Détroit Fox, on allait là, ils étaient là à tous les années.
Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Ils sont là, pas là du tout, là avant, là après. Donc, nous, on fait des images. On sauve pas des vies, mais ceux qui vivent du côté de l'Arctique, qui doivent vivre avec ce système-là, ben, ça vient dérégler. Ça vient aussi trader au niveau psychologique. Essayez d'imaginer des personnes durant toute leur enfance qui allaient à tel endroit, à la chasse ou au camping avec leur père, avec leurs parents, avec leurs grands-parents, et aujourd'hui, ils ne sont plus capables d'y aller. Donc, ça vient créer cette espèce de choc quand même psychologique-là qui fait qu'ils sont obligés de changer leur système comme tel. Bon, je vois pas beaucoup d'avantages. Le fait que c'est certain qu'il fait plus chaud, mais si on regarde tout au niveau comme tel, au niveau des températures au dents de scie, puis ça, il n'y a pas énormément d'avantages présentement. Et le gros problème, c'est que tout va beaucoup plus vite que qu'est-ce que c'est qu'on avait pensé. La glace dans l'Arctique, je suis pas un scientifique, mais il n'y en aura plus dans 40 ans, 50 ans. Là. C'est impossible. Ça va trop vite. L'Arctique est l'endroit présentement qui se réchauffe le plus vite. Et la glace dans l'Arctique, ça crée des problèmes au niveau, comme je l'ai dit tantôt, au niveau des grands courants, parce que c'est un apport d'eau douce. Mais ça va créer mais ça, pour nous, directement ici, ben ça veut dire que il va y avoir beaucoup plus d'anoxie, donc il y aura moins d'oxygène dans l'eau parce que je veux pas rentrer dans les détails, là, mais l'oxygène qu'il y a dans l'eau ici, dans le golfe Saint-Laurent, elle est fournie à peu près à 80% par l'eau froide, puis à peu près à 20% par l'eau chaude. Et il y a de plus en plus d'eau chaude, ça veut dire qu'il y a de moins en moins d'oxygène qui rentre, et ça peut créer un méchant problème sur nos crustacés aussi. Il n'y a pas beaucoup, je dirais, de choses positives, là. Moi, je poursuis. Merci beaucoup pour votre réponse à la précédente question. Je poursuis sur quelque chose de peut-être un petit peu plus positif à travers votre présentation. On essaie quand même de garder un peu de positivisme. Oui, il faut. Dans votre présentation, vous nous avez présenté plusieurs très, très belles photos de votre parcours, de votre passage. Parmi ces photos, il y en avait une d'une maman ours avec 2 oursons. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire derrière cette photo? Ben, ça a été une chance vraiment inouïe parce que on rentrait, ça veut dire que ça faisait 4 ou 5 semaines qu'on était en expédition et on rentrait justement à Ripples Bay et on est arrivé sur cette maman-là avec les 2 oursons qui étaient sur une petite glace flottante et qui venait de manger un phoque, même, qui venait de manger une partie de phoque que les Inuits avaient chassé, donc avaient tué, puis qui avaient mis sur cette glace-là. Et donc, ça a été vraiment une rencontre extraordinaire. Mais ça, c'est très positif. Parce qu'en plus, les 2 petits semblaient être à peu près à la même grosseur. Puis ça, c'est très important. Le fait que les ours mangent pas autant de phoques qu'ils en mangeaient auparavant. Nous, on voit beaucoup plus d'ours chétifs qu'on en voyait avant. Des ours chétifs, la peau et les os, ils vont mourir dans 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et ce qu'on voit aussi de plus en plus, c'est un débalancement chez les jeunes parce que la mère va jamais, c'est la nature, elle est peu. Donc la mère, elle va jamais intervenir chez ces oursons au niveau pour la tétée, donc pour donner à boire. Ce qui veut dire que dès la naissance, il y a un ours polaire qui est un peu plus fort que l'autre, puis c'est lui qui va aller se nourrir le premier. Donc, si la mère a assez mangé, il n'y a pas de problème. Il va se nourrir en premier, il va se tasser le deuxième, puis il va quand même grossir à la même vitesse. Mais si la mère n'a pas assez mangé puis qu'elle n'a pas assez de lait, hein, ça veut dire qu'il y en a un qui va se développer beaucoup plus vite, puis l'autre va rester très petit jusqu'à temps qu'il meure de faim. Et ça, on voit ça de plus en plus. Et on voyait dans l'état où étaient ces 2 petits avec la mère, mais étaient vraiment comme pas mal à poids égal, ce qui voulait dire que la mère était quand même assez bien portante. Là. Donc, moi, j'ai une dernière question concernant le concept de crise. Donc, on parle souvent de crise environnementale. On est en état de crise. Ouais. Puis récemment, on est dans une crise du COVID-19. Je vais le dire vite. Est-ce que tu crois, de ton point de vue à toi, dans ton champ d'expertise à toi, que on devrait réagir de la même façon quand il s'agit d'une crise? Est-ce qu'on devrait s'inspirer de la façon de réagir de la crise COVID-19 pour être plus efficace au niveau de la crise environnementale? Oui. Oui. Si on mettrait les efforts au niveau environnemental, comme on l'a mis à la COVID, c'est sûr que ça aiderait énormément. Et même la COVID a aidé l'environnement. Ça, c'est peut-être le point, je dirais, en tout cas positif, parce que c'est certain, le fait de moins voyager,
de moins consommer comme tel, quand même de réduire notre trace. Et ça aide énormément. Il y a des endroits où il y a des animaux qui commencent à revenir. Donc, on voit des changements assez rapides. La nature travaille 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Donc, c'est sûr qu'ils donnent la moindre chance, ça va reprendre quand même sa place. Mais le gros problème, je dirais, avec l'environnement, ce qu'on pourrait appeler vraiment l'écologie, c'est qu'on est rendu à un point où il faut que cette écologie-là, ça soit un peu comme un parapluie au-dessus de tout, au-dessus de la santé, au-dessus de l'économie, au-dessus bien sûr, l'éducation de tout. Et quand on touche à quelque chose, ben, il faut voir si ça vient déranger l'écologie. Et pour ça, pour placer cette écologie-là en haut, mais ça prend des leaders. Et présentement, c'est ce qu'on n'a pas. C'est pas compliqué. Autant chez nous, autant au sud, encore pire, ou même en Europe, ben, des leaders au niveau vraiment écologique, là, ils sont très, très, très rares. Et c'est ça le problème. Et je veux pas que vous me quittiez sur ce que je vais commencer à dire, parce que vous allez dire où ce qui s'en va. Là. Mais moi, je considère souvent vraiment, mettant la crise, on va dire écologique, l'environnement comme tel, un peu comme la Deuxième Guerre mondiale, où on était rendu à 60 millions de morts et à chaque jour, on annonçait des milliers et des milliers de morts. Jusqu'à temps qu'il y ait des leaders. Donc, à l'époque, le président des États-Unis, le premier ministre du Canada et le premier ministre de l'Angleterre, ce qu'on a appelé les alliés, se sont mis ensemble pour dire « Wow, fini, il faut qu'on arrête ça ». Donc, on a arrêté l'horreur, on a arrêté Hitler, donc on a arrêté cette guerre-là pour arrêter les morts. Mais c'était un peu ça aussi au niveau écologique. Il faut qu'il y ait des leaders qui se lèvent, qui se disent « Ben wow, ça va faire » et prenant le temps. Parce qu'on a toutes les solutions. On n'est plus dans la recherche de solutions, on les a. Le gros problème, c'est que les lobbies sont trop puissants et eux, ils ne veulent pas que ça change. Et bien sûr, il y a beaucoup de corruption, il y a beaucoup de choses qui fait que on n'est pas capable de vraiment arriver à nos fins, en tout cas pour ceux qui veulent défendre l'écologie. Il s'agit de passer des lois qui soient bien sûr internationales. Faut arrêter de penser vraiment, il faut manger local, il faut vivre avec tout ce qui est plus près de nous, mais au niveau des lois comme telles, il faut qu'ils soient internationales. Vous savez, un des énormes problèmes présentement, c'est la prolifération des méduses dans les mers du monde. Les méduses sont en train d'envahir les mers du monde présentement parce que l'eau est de plus en plus chaude, donc on est en train de créer le monde idéal pour eux. Et le plus grand prédateur des méduses, c'est le thon rouge. Il y a 30 pays qui ont mis les thons rouges sur les espèces en voie d'extinction et nous, au Canada, on a augmenté le nombre de permis. Après ça, on se dit leader au niveau environnement. Ça marche pas du tout, là. Donc, il faut qu'il y ait des gestes concrets, mais qui soient aussi vraiment internationaux, posés, puis très, très forts si on veut arriver à quelque chose, là. Pour terminer là, sur une note un peu plus joviale, dans le Saint-Laurent-Maritime, c'est quoi ta bête préférée? C'est un peu anodin, mais juste savoir. Non, je dirais, ça reste le beluga pour moi. Ça reste, je suis un amoureux des baleines, là. En fait, c'est pas compliqué. Moi, j'aime tout ce qui est gros, donc tout ce qui est mammifère. J'ai plus, j'aime les petits poissons tropicaux, les petits poissons de couleur, mais c'est pas mon dada, là. C'est pas ce que j'aime le plus. Donc, c'est sûr que quand on est dans le Saint-Laurent, il y a les baleines. Je dirais que j'ai vraiment un faible pour le beluga. J'ai eu la chance de les côtoyer dans le Saint-Laurent un petit peu, beaucoup du côté de l'Arctique, du côté de la Russie aussi. Et c'est tellement intelligent, ça travaille tellement en communauté. C'est la première fois que j'ai vu des mâles dominants là, vraiment pousser des bancs de poissons vers les plus jeunes pour se nourrir. Donc, le travail ensemble, le travail en communauté est phénoménal chez les belugas. Et maintenant que ça, c'est probablement ma bébite. La bébite la plus mystérieuse ou la plus aussi, on a des requins du Groenland qui peuvent vivre jusqu'à 450-500 ans. Ça aussi, c'est une bébite mystérieuse. Mais vraiment, je pense que c'est le beluga que j'adore le plus, là. Mais je remercie tous ceux qui sont venus s'asseoir les fesses sur les tables à pique-nique mouillées au Sichac à Saint-Anne-des-Monts. Mais je remercie beaucoup, beaucoup Mario. Je ne sais pas si tu entends, mais il y a encore des applaudissements. Donc, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Un gros merci pour ton temps, pour cette belle présentation, puis pour la participation au projet On refait tout le monde. Ce projet a été possible grâce à la collaboration de l'Association de mise en valeur du secteur Tourelle Ruisseau-Castor ainsi que l'Auberge festive Sichac.
Je remercie énormément tous les autres partenaires, soit le Centre local de développement ainsi que la Caisse populaire des jardins de la Haute-Gaspésie, le Conseil régional de l'environnement Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, le Family Prix Extra de Sainte-Anne-des-Monts, le Centre de production cinématographique Parallœil de Rimouski, ainsi que le mouvement de mobilisation Nourrir notre monde. Aïe. Va-t'en pas tout de suite. Je vais te donner un petit spoiler du prochain épisode. On reçoit l'humoriste Rosalie Vaillancourt qui spotte une baleine à l'horizon direct en live.